22 janvier. Euh, je reprends la thématique globale de la dérive ou des dérives. Euh, Ce sont là évidemment mes premiers mots de la journée. Donc éclectique. Voilà, j'ai trouvé euh, une idée. Voilà, donc j'ai glissé d'Electric Dreams, présent dans le titre d'un ouvrage de science-fiction, Electric Dreams. Est-ce que je pense, en tout cas, si ma mémoire est bonne, en tout cas, voilà, donc j'ai glissé. J'avais besoin de trouver quelque chose à dire, mais donc voilà, Electric Dreams, c'est devenu Eclectic Dreams, et donc à traduire en français, rêve éclectique ou éclectique rêve. Et c'est une merveille au niveau de ce que ça peut apporter ou ce que ça peut promettre. La dérive, c'est une sorte de laisser aller. C'est de, de cesser euh, toute, toute maîtrise, tout contrôle des choses. On n'est plus le maître, on n'est plus l'acteur, on n'est plus l'agissant, on n'est plus le déterminant, on n'est que un sujet, une sorte d'élément sur lequel vont se agir beaucoup d'éléments divers. Serait-ce que, je ne sais pas, ça peut être l'action d'un petit être presque insignifiant, mais qui peut avoir son importance. Vous êtes allongé sur une plage, la mer vous a rejeté, vous êtes vivant, vous n'êtes pas mort, mais un crabe va quand même venir, un petit crabe de rien du tout, comme on dit, va venir vous piquer et essayer de vous arracher un petit morceau de chair. Donc voilà, et vous allez vous réveiller. Ce n'est pas une bête féroce qui vous attaque, c'est pas quelque chose qui peut vous faire peur, mais pourtant, vous êtes devenu une sorte de fournisseur, malgré vous, fournisseur, oui, potentiellement fournisseur de, de nourriture, d'aliments, à un être voilà, qui quelque part essaie de vivre, tout simplement. Donc il va se nourrir sur vous, mais il ne pourra pas, évidemment, à lui tout seul, venir à bout de votre cadavre si corpulent, mais il va quand même essayer d'arracher un petit bout de chair pour mettre fin à son besoin de nourriture. Voilà, pour un moment, il sera tranquille, pourra revenir, faire rêver, dormir dans son antre, dans sa demeure à lui. Donc éclectique, rêve, voilà, donc on n'est pas dans un moment de plaisir. Il ne s'agit pas d'être dans un lieu j'allais dire quasi oedipien, quasi maternel. On n'est pas dans le ventre de la mer, dans lequel il y a tout ce qu'il faut en termes de chaleur, de nourriture, de tout. Là, on n'est pas dans un bain de vapeur. Non, on est dans un milieu hostile.
On est dans le non-être, mais par son côté le moins, comment dire, le, je peux pas dire le moins productif, je sais pas, productif en quoi. En tout cas, voilà, donc, éclectique. Dreams, je sais pas comment l'attaquer en fait. Je dis que c'est très porteur, mais en même temps, je peine à m'installer. Donc, les rêves, voici des choses qui nous traversent. Sont-ce des rêves ou sont-ils autre chose? euh, les rêves éveillés, en tout cas, c'est ceux dont on peut parler avec une certaine assurance, un certain degré de certitude. C'est des rêves auxquels on met fin immédiatement. En général, on commence par les tuer. Par manque de disponibilité, par manque d'attention, par manque d'envie. Ça peut être un rêve agréable, mais on le, on le fait pas se développer. On l'arrête lui aussi. Un désagréable, évidemment, là aussi, tout de suite, on se précipite pour le dissimuler, pour le jeter quelque part, je sais pas, loin, loin. Donc, on ne doit pas rêver. Les seuls moments pendant lesquels on a une certaine progression, certaine, comment dire, durée dans le rêve, c'est quand on est dans une sorte d'évocation, mais qui a un rapport avec les premiers âges, pas avec le plus tard. Le plus tard, c'est le domaine d'une certaine, comment dire, ce n'est pas de la vigilance, mais c'est d'être très réaliste ou très conscient de la fragilité d'un sentiment, que ce soit de la, voilà, la fragilité d'une sorte de désir. Le désir n'est pas quelque chose là, qu'on peut placer et laisser, euh, je veux dire, le, le désir, ça peut subir euh, des contrariétés, des contrariétés d'humeur. Ça attire les questions, et les questionnements, et les doutes, et les interrogations. Ce désir, quelque part, je m'en méfie. Voilà, il m'a peut-être été imposé. Je ne suis pas spécialement en phase avec ce désir. Alors il y a les désirs avec lesquels on est en conflit permanent, et un conflit, j'allais dire, sans cesse renouvelé. Mais il y a des choses avec lesquelles on n'est pas en conflit immédiat, mais on se prépare à l'éventualité d'un conflit. Donc, éclectique, rêve, c'est l'éclectisme. Voici ce qui caractérise l'être humain dans sa phase d'éveil, c'est l'éclectisme. Il est traversé par énormément de choses, ou par des choses diverses. Peut-être il n'y a pas, la quantité n'est pas toujours au rendez-vous. Mais en tout cas, les choses ne s'installent pas. Il y a une pensée, il y a une image, ou il y a une série de scènes. Ça ne dépasse pas quelques secondes, quelques millièmes de secondes, quelques dizaines de minutes. Ça reste pas longtemps. Ça fait place à autre chose. Je sais pas, il y a une... c'est comme s'il y avait des choses qui poussaient d'autres choses, parce que, je sais pas,
cette file d'attente un peu imaginaire, un peu comme ça, qu'on peut construire. Il y a des choses qui attendent. Alors, je bois du café, ben, je bois du café tous les jours. Mais il y a un jour où le fait de penser au café, ça va faire revenir quelque chose de particulier qui n'est pas revenu depuis des années. Et voici donc, ça occupe un espace-temps. Et puis, une autre chose, donc à chaque fois, avec les mêmes éléments, avec le même décor, il y a, les choses se remplacent, se déplacent, et c'est jamais figé. D'ailleurs, c'est intéressant, si on devait, c'est bien sûr, si on était stimulé, voilà l'intérêt de la stimulation, si on était stimulé presque en permanence par des choses inédites, par la nouveauté, par l'inattendu, alors là, on serait totalement dans une sorte de sentiment de jouissance et d'une sorte d'excitation ou d'une sorte de sentiment qu'on est quelque part dans le meilleur des mondes. Je voudrais juste, parce que finalement, je ne sais pas pourquoi j'avais fait des recherches et l'algorithme de YouTube m'a sorti les divagations de Krishnamurti sur la solitude. A priori, donc Krishnamurti certainement discouru sur plein de sujets. Il a essayé de donner son savoir, son intuition, etc., sa guidance à beaucoup de gens. Et voilà, donc il parle de solitude. Krishnamurti parle des bienfaits de la solitude. Voyez-vous une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a? En quoi il est crédible quand il dit que la solitude a quelque chose? Là, je vais fermer les fenêtres. Il y a un élément extérieur qui m'oblige à le faire. Il y a une tempête de passage sur la région et donc ce n'est pas un événement rare en soi, mais voilà, donc ça arrive des tempêtes d'une certaine ampleur. Donc je parlais, donc je ne sais pas si de parler de Krishnamurti, ça rentre dans le cadre de, de ce thème des rêves éclectiques. En tout cas, j'avais envie de l'intégrer. J'aimerais être le maître. Voilà, je dis ça comme ça. J'avais envie de prendre une position de maître vis-à-vis du maître Morty. Alors, simplement, je trouve que si quelqu'un est autorisé à parler de la solitude, c'est bien moi et d'autres êtres qui pourraient me ressembler. En tout cas, je suis quelqu'un de solitaire, déjà par vocation presque, vu les conditions de ma vie première. Donc vraiment, j'ai commencé par être seul. Seul avec ma mère, mais seul tout de même. Puis après, j'ai été forcé de quitter ma mère, donc je me suis retrouvé dans une solitude encore plus, comment dire, encore plus dense, encore plus ferme, je sais pas, plus. Donc après,
j'ai eu du mal à me socialiser, je ne suis jamais arrivé à me socialiser. Mais après la fin, donc, à la solitude, alors je me rappelle, j'avais dit à quelqu'un, un petit salaud ordinaire, j'avais dit, tout seul, on ne se construit pas de souvenirs. Un petit salaud parce qu'infidèle, parce que quand quelqu'un vous quitte sans raison valable, vous essayez quand même de vous poser beaucoup de questions. Alors, la moindre des choses, c'est de le maltraiter sur le plan verbal. C'est la moindre des choses que je puisse faire que de le qualifier de salaud et d'infidèle. D'infidèle. Voilà, donc simplement la chose, alors la chose, le, le- il a parlé, Mourti a parlé de la radio. Donc la radio et le cinéma. À son époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas l'Internet. Donc je suppose qu'aujourd'hui, on ne peut pas. D'ailleurs, la solitude n'existe pas. Ce n'est qu'une figure presque rhétorique. La solitude absolue n'existe pas. On a toujours besoin d'interagir avec son environnement, donc on est dépendant d'un environnement. On consomme quelque chose qui provient d'éléments extérieurs à soi. Donc déjà, on est dans la dépendance. Donc pourquoi je vais prendre la position d'un solitaire? Oui, voyez-vous, c'est, je ne sais pas comment on les appelle, ces Japonais, voilà, ils s'enferment chez eux, mais ils sont quand même dépendants de leurs parents qui leur fournissent à manger, etc. Donc qui payent les factures, etc. Donc, quelque part, ce n'est pas une autonomie. Être seul, c'est être autonome. Mais autonome jusqu'au plus haut point. C'est-à-dire ne plus consommer d'air, ne plus consommer d'aliments, ne plus consommer rien. Donc tant que le corps, il a besoin, donc le corps va consommer des choses qui finalement va incorporer des choses, que ce soit des choses mortes ou des choses vivantes. Et là, devoir exploiter son environnement. Donc déjà, il n'est pas seul. Mais après, au niveau de, j'en sais rien, vous êtes seul sur une île, mais vous avez choisi de vous éloigner du monde. Mais un jour arrive quelque chose sur la plage. C'est le résultat d'une avarie, le résultat d'une, comment on appelle ça, d'une catastrophe maritime, voilà, donc d'un échouage ou je ne sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas, un navire a coulé, des vies ont été perdues sûrement, et donc vous avez des tas de choses qui arrivent, et parmi lesquelles il y a des choses à manger, des choses pour le vêtir, etc., etc. Vous n'allez pas dire je ne vais pas prendre ceci ou cela parce que ça vient du monde extérieur que j'ai quitté. Donc dans cette dépendance, déjà ce niveau de la dépendance, c'est un deuxième niveau. Après on peut arriver, la solitude, donc on ne peut pas en fait finalement apprécier la solitude et le silence parce qu'on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. On n'est pas dans la solitude puisqu'on est traversé par énormément de choses, des visions, des visages, des voix, des rires. On est, quand on n'est pas dans le présent, on est dans le passé. Dans le passé, on vit aux côtés de beaucoup de gens, de tout un peuple, beaucoup, dont beaucoup sont morts, mais quand même, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul parce que c'est une donnée physique. Ou c'est une donnée, je ne sais pas comment dire, c'est une donnée intangible, on ne peut rien y faire. Comment dire, une donnée tangible. Intangible, non. C'est une donnée tangible. C'est comme ça.
Bien sûr, intangible dans le sens où ce qu'on a dans la tête, ce n'est pas matériel. Les souvenirs, ça n'a pas de matière, ça n'a pas de corps. Et pourtant, c'est aussi fort et aussi, aussi affectant que peuvent l'être les choses matérielles. Ça vous affecte. Pensez à quelqu'un, soit vous êtes dans un bon moment, soit vous êtes dans un moment un peu, un peu sombre, un peu pas très. Et donc, les images du passé, puisque vous avez un passé, et ce passé, il est rempli de gens, il est rempli d'événements, il est rempli de bruit. Donc, vous essayez de faire le vide, impossible de le faire. Donc, la solitude est une chose, voilà, disons-le, est une chose impossible. Et finalement, tant qu'à vivre un peu à tourner autour des mêmes, autant aller se fournir en nouvelles images, nouvelles stimulations, nouvelles relations, voilà, c'est ça. Donc, mais parler de la solitude quand on n'a pas d'éléments concrets à dire là-dessus, quand on fait dans la chose totalement, j'allais dire, attendue, voilà, on fait comment on appelle ça, pas les stéréotypes, mais les images véhiculées par tout le monde. Est-ce qu'il dit Morty? Il dit rien d'exceptionnel, il dit juste, ça permet peut-être de s'améliorer, ça permet d'échapper au brouhaha, ça évidemment, c'est l'Inde, c'est normal. Dans un environnement rempli de gens, c'est vrai que la solitude peut avoir un effet bénéfique. Mais pendant un certain temps. Alors ailleurs, la solitude, il n'y a que ça. Vous voulez être tranquille, ben on vous laisse tranquille. Personne ne vient vous voir, personne ne vient vous embêter. Voilà, vous êtes tranquille d'une façon absolue. En Inde, c'est pas possible. Donc, parce que, comme quelqu'un m'avait dit par rapport à l'Angleterre, il m'avait dit voilà, qui fait des séjours, enfin qui fait des randonnées en montagne dans un pays d'Afrique du Nord, elle dit voilà, en Grande-Bretagne, chaque fois que vous marchez dans la campagne, vous rencontrez quelqu'un. C'est un pays évidemment assez densément peuplé, et donc un petit territoire, c'est pas très grand. Il y a quand même plus de 70 millions d'habitants, donc finalement c'est voilà, la campagne anglaise. Peut-être ça dépend des régions. Il y a bien sûr des lieux qui sont assez inhospitaliers, en Écosse ou au Pays de Galles, tout ça, où là normalement on doit trouver de l'espace vide. Mais sinon, la campagne anglaise, ça veut dire très favorable aux entreprises humaines, là il doit y avoir du monde, du bâti, il doit y avoir tout signe, plein de signes de la présence d'humains. Vous marchez, c'est un chemin privé, voici quelque chose qui appartient toujours à quelqu'un, vous n'êtes pas libre de marcher où vous voulez. En Afrique du Nord, dans un paysage un peu montagneux ou désertique, vous êtes assez libre, vous pouvez marcher longtemps sans jamais rencontrer d'être humain, ou alors vous allez en rencontrer, mais vraiment c'est un accident au sens plein du terme. Alors voilà donc l'idée qu'à un moment donné, dans cette construction de soi que l'on attendait, il y a du moment où le mot maître ne faisait pas peur. Je veux bien être que tu sois mon maître à condition que je puisse finalement te considérer comme tel. Tu es, voilà, je te nomme maître, mais prouve-moi que tu as réellement
de quoi vraiment remplir sa tâche. Si tu es un pseudo-maître ou un maître, je veux dire, un faux maître, un maître qui se prétend, quelqu'un qui se prétend connaissant, qui se prétend sachant, et que en fait tu ne sais rien de bien convaincant. Ah, cherche à être convaincu. Je suis quelqu'un de sceptique, je suis quelqu'un de trop rationnel. Voilà, je veux des preuves. Pour chaque chose, je veux des preuves. Fournis-moi des preuves. Voilà, donc le maître il devient finalement une sorte d'élève. Il est mis en examen. Il est testé. Comme on peut dire ça, de plein de choses. On vous teste avant de vous accepter. Il y a comme ça. Donc voilà. Donc le maître, finalement, les maîtres, il y en a eu pour certains, ils en ont rencontré, c'est très bien. Sûrement ça leur a fait du bien, j'en sais rien, mais moi je n'en ai pas rencontré, et je m'en plains pas. Quand je vois Murti qui est là, qui quelque part est quelqu'un qui propage sa parole et que j'entends ce qu'il dit, ce qu'il met en phrase, ce qu'il laisse entendre, il ne laisse entendre que le vide. Krishna, Murti est vide. Il n'a rien à dire. Les vérités creuses, voilà, les vérités creuses, ce sont les vérités qui ont finalement, qui n'ont aucune capacité à convaincre, finalement, à nous persuader de la justesse d'une chose. Simplement dans un monde où il peut arriver à des tas de gens de mourir seuls, je peux dire de mort naturelle, mais de mourir seuls, et d'arriver à se décomposer pendant un certain temps, avant que l'on s'inquiète à leurs propos. Et souvent, ça passe par l'odeur. À côté de chez moi, il y a quelqu'un qui était mort en été, qui est mort en été, et évidemment, en été, la décomposition est un peu accélérée, ce qui fait que on est venu au bout d'une quinzaine de jours, enfoncer la porte, etc., etc. Mais quelqu'un qui meurt, on peut trouver des gens qui meurent, et qui meurent peut-être, ne dégagent pas trop d'odeur, et qui restent jusqu'au moment où, finalement, jusqu'à se momifier. Ah si, allons, voilà, trouvons des qualités à ce type de silence. Quel intérêt à vivre comme ça dans le silence. Une chose qui est réellement, je doute de l'intérêt de la méditation, en tout cas telle qu'elle est promue. En fait, l'idée c'est que à moins de finalement passer par des psychotropes genre, qui permettent peut-être de visualiser le monde différemment, d'avoir des sortes d'élaborations originales dans la vision, et d'avoir un peu de tromper ses sens, etc. En tout cas, quand on est comme ça, comment dire, quand j'essaie de m'arrêter de penser ou de réfléchir ou de voir, je peux en fait voir, j'arrête de voir. Je vois la même chose et ça ne me fait plus réagir. Donc c'est comme si je voyais un mur. Pourtant je vois autre chose qu'un mur et pourtant ça ne me parle pas.
Mais par contre, ça c'est réglé. Mais pour ce qui est de cesser de penser, je cesse de penser et c'est comme si finalement je me figeais. Voilà, voilà, ça peut être la bouche ouverte et voilà, bon, il se passe plus rien. J'ai accès à rien. Alors si c'est ça la méditation, si c'est ça le silence, ça n'a aucun intérêt. Et voilà, donc dans la solitude, on est confronté à soi dans les épisodes de sa vie qu'on aime le moins. Et quand on est avec les gens, en plein, comment dire, on arrive à écarter plus facilement ces épisodes-là. Oh, il y a un travail, il y a un travail de refoulement qui se fait plus facilement. Donc ce qu'on a besoin, c'est de refouler, ce n'est pas de faire réémerger des choses traumatisantes, des choses difficiles à accepter. Voilà, j'ai commis une faute, mais je ne peux plus la corriger. À quoi ça sert de me la ressasser presque au point de ne plus savoir non. Voilà, éclectique, voilà, donc un peu réglé la question de Murti, et puis sûrement il n'existait plus, Murti, il a été cramé, et, et voilà, c'est fini de lui, mais la crédibilité, ou la légitimité à parler d'une chose qu'on ne connaît pas. Donc voilà, l'idée, avant de finir avec Murti, je voulais juste dire la véritable preuve finalement, de son... Parce qu'il devait conseiller un peu le désintérêt du monde, le désintérêt par rapport à son ego, le désintérêt par rapport à... finalement, par rapport à au côté un peu dictatorial, un peu totalitaire du moi, le fait d'échapper au désir, le fait d'échapper à ses émotions, le fait finalement de se soustraire du monde. Mais la preuve, comment peut-on conseiller cela et aider les gens à arriver à cela quand on est soi-même? C'est-à-dire, on n'a pas à conseiller, c'est que quelque part on cherche, pas on cherche à rendre service aux autres, c'est qu'on n'est pas capable soi-même d'être dans la sortie du monde, de quitter le monde. On trouve un moyen pour rester dans le monde, donc quelque part on occupe une fonction, mais c'est tout. Mais si réellement le monde n'était pas à vivre, on se retirerait du monde, on ne le dirait même pas, on se sentirait même pas obligé de dire que le monde il est mal fichu. Et donc évidemment, je ne peux jamais dire que je parle pour moi-même, puisque finalement, je parle pour quelqu'un. Si quelqu'un n'existe pas, ben, ce ne sera pas faute de ne pas l'avoir cherché. Je cherche à être écouté, mais ces choses-là, si je cherche à quitter mon enfermement, je trouve aucune qualité à cet enfermement. Je trouve aucune qualité au silence. Après, c'est en parlant que je combats le silence, que je me suis imposé ou qu'on m'a imposé, la question reste ouverte. En tout cas, je combats le silence, je lui fais face. À un moment, je le mets en échec pendant un certain temps. Ça ne dure pas extraordinairement longtemps, mais un certain temps, voilà que je commence. Je me sens vivant, je me sens agissant. Je suis là et je vais ici ou un peu plus loin. Je me laisse un peu embarquer dans des propos. Voilà, je me sens comme, comme faisant quelque chose et non pas dans une sorte d'inaction. Au moins, ça me donne
l'illusion d'être actif et réactif, etc. Voilà, donc Eclectic Dreams, c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut arriver à quelque chose avec comme ça, parce qu'on a eu le désir, et puis voilà. Mais on trouve que d'autres gens ont eu finalement la même chose. Eclectic Dream ou Dream, ça existe déjà. Et donc il y a des gens qui illustrent ça avec, comment dire, soit face à la nature, soit dans des paysages, évidemment très, très grandioses, très majestueux, voilà, soit toujours devant l'immensité. C'est encore une image archétypale, une image sans intérêt, voilà, c'est éclectique. A Dream, c'est soit euh, dans, les, dans ce côté dispersif de nos visions. Voilà, donc il y a dans cette vision fragmentée. L'éclectisme, oui, parce que c'est un terme pas trop connoté, pas trop qui fait pas jugement de valeur, donc c'est un terme assez neutre finalement. Éclectique, c'est quelqu'un qui finalement est assez peu attaché, il ne s'attache pas à certaines choses, il est curieux de tout, il est nomade, il se déplace. Quand il rencontre quelque chose qui l'interpelle, il va, il va vers elle, il n'hésite pas, quitte finalement à changer de projet, à changer de désir, à changer d'identité, à changer de destin même. Donc éclectique dream, dreams au pluriel évidemment, c'est ouais, c'est une comme quand on pense à quelqu'un. Alors la vie nous fait rencontrer beaucoup de gens. Et évidemment, il y a des gens qui se réunissent, qui ne se connaissent pas et qui se réunissent parce qu'ils portent le même nom de famille. Mais si on devait un peu réunir tous les gens pour lesquels on a éprouvé un fort attachement, ils seraient étonnés. Je ne sais pas s'ils trouveraient un élément de familiarité, un élément de proximité entre elles. Je ne suis pas sûr. En tout cas, je ne sais pas comment juger cela. En tout cas, c'est impossible à faire. Mais en tout cas, on mettrait ces gens-là. Et donc, quand on est dans les rêves un peu comme ça, un peu léger, un peu comme cette mousse, comme ce duvet de ces mousses qui se laissent bercer par le vent. Voilà, donc c'est comme des cheveux, je ne sais pas comment ça s'appelle, en tout cas voilà, c'est à la merci du vent, et ça oscille, et un peu les choses comme ça dans le cerveau de chacun. Je ne veux pas utiliser le mot imaginaire, j'ai horreur du mot imaginaire. Pour moi, c'était un terme de sociologie, un terme qui parasite, qui s'infiltre partout. Non, on va dire mon cerveau. Voilà. Et donc, la chose qui est là, et on pense avec un côté un peu tendri, un peu nostalgique, comme on dit, mais de la bonne nostalgie, pas la nostalgie pathologique, juste un petit... Ce qu'il faut, je sais pas, je veux du café au lait, mais alors le lait, une goutte de lait. Je veux pas moitié-moitié, je veux une larme.
voilà, on veut une larme de nostalgie pour un peu la mélanger à nos autres émotions. Voici le spectacle qu'on peut finalement quelquefois avoir face à soi. Et d'abord, il n'a pas d'homogénéité. Il est bien sûr le même être humain, si on doit un peu réfléchir sur les films qu'il a vus, on ne trouvera pas une unité ou comment dire, euh, une parenté. Le cinéma offre cela, donc évidemment, on va d'un genre à un autre, et voilà, soi-même, on passe d'un genre à un autre. D'abord, on est multiple, c'est évident qu'on est plus qu'un, mais après, on a le temps vraiment de faire un peu mourir un certain type de soi pour laisser un peu s'éveiller à la vie un autre type de soi, puis après les deux types très bien se rejoindre pour former un être un peu hybride. Il est possible que ça existe. En tout cas, voilà comment on peut finalement cheminer avec les mots et tomber sur un mot hybride. Aucune préscience, aucune, j'allais dire, capacité sensitive ou autre euh, ne m'aurait indiqué, ne m'aurait promis, ne m'aurait que j'allais utiliser le terme hybride, simplement. C'est venu comme ça, ça reste, voilà, comme les rêves qui naissent un jour, voilà, il y a une image qui revient. On ne sait pas comment, on ne sait pas quelle a été sa trajectoire, quel a été son parcours, et on est là. Alors, soit on la laisse, un peu nous habiter, soit on la rejette, on lui fait pas un bon accueil. C'est vrai, il y a quelqu'un que je n'ai pas en photo. C'est marrant, j'ai beaucoup parlé de cette histoire de photo et du mauvais sort qu'elle fait à la mémoire des visages, etc. En tout cas, cette personne, on m'a demandé même si j'avais une photo d'elle. Et cette personne, moi je l'ai vue à un moment où elle était assez âgée, mais elle était d'une beauté, pour moi, une beauté presque unique. Et après, cette personne est tombée malade, elle a connu des moments difficiles avant de, avant de mourir, parce qu'elle est... Et moi, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue se dégrader. Et moi, je garde d'elle une image qui n'est pas toujours très claire. J'attends le jour où l'image va reprendre toute sa clarté. Parce que je suis sûr de cela, ayant obtenu des preuves de cela, qu'une image qu'on porte en soi depuis très longtemps, elle peut subir un peu une sorte, comme elle peut être un peu comme si elle avait été atteinte par une sorte d'entropie, par une sorte de processus de mitement, comme si elle a été mitée, comme si elle a été rognée, mais je ne sais pas par quel processus, d'un seul coup l'image revient dans net d'une façon totale. Et en comparant avec l'image à laquelle je pense d'une personne, et je suis capable de, de faire venir cette personne telle que j'ai réussi à faire réexister son image il y a déjà 2 ou 3 ans. Et, c'est assez net. C'est moins net qu'il y a quelque temps, mais ça reste
très net, ça reste assez acceptable. Et donc j'attends. J'attends, je ne sais pas si j'ai tout le temps, si j'ai tout mon temps. En tout cas, j'attends que ça revienne. Et voilà, donc, les rêves éclectiques, c'est que finalement, cette personne, j'ai jamais dit qu'elle était belle, évidemment. C'était une chose qui avait une voix, là aussi, une belle voix, un peu enrouée, mais une belle voix. Et puis, elle avait tout qui était, malgré l'âge, elle ne s'était pas affaissée. Voilà, il y avait un côté, une harmonie entre les diverses parties de son visage. Il n'y avait pas, euh, il n'y avait pas de rides trop voyants, je ne me souviens pas. Il n'y avait pas d'affaissement de quoi, quelque sorte que ce soit. Voilà une chose, je ne sais pas si elle avait si, c'est comment on appelle ça, les choses qui saillent un peu et qui constituent un des critères de la beauté. En tout cas, voilà donc éclectique rêve. Je sais pas, quand on essaie de se plonger dans le silence et dans une sorte de vision comme ça, sans parole et sans mouvement, ce qui se passe, c'est que très rapidement, on est devant une sorte de non-vision. Rien n'est distinct, rien n'est clair, c'est une sorte... C'est même pas un brouillard qui cacherait quelque chose, c'est rien. Alors, on peut dire que moi qui cherchais le rien, le néant, eh ben voilà une défigure du néant. C'est néant, il y a rien. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Alors, peut-on vivre avec le rien? Peut-on se satisfaire d'un néant qui n'est même pas un néant esthétique, c'est un néant vide. C'est une sorte de tautologie, mais en tout cas, voilà. J'ai entendu le mot oxymore dans la bouche de Todd aujourd'hui, donc j'avais pas besoin de cette figure de style, mais en tout cas, j'ai eu besoin de la tautologie, et voilà, donc je l'ai trouvé. Bah, comme quoi, il y a un fond. Alors, au niveau des rêves, au niveau des mots, il y a un mystère qu'on n'est pas prêt d'expliquer ou euh, comment dire, ou d'effleurer. Voilà, le mystère va rester entier, va rester virginal, va rester dans son intégrité première et foncière. Donc les choses sont ainsi Eclectic Dreams. Ouais. Il est possible que là où je m'arrête moi, je m'arrête trop vite. Et il est possible comme je le fais avec les mots, si je m'arrête au bout de 10 minutes, je ne saurais pas aller très loin. Je vais être dans une sorte de langue un peu
un peu très usuel, très conformiste. C'est à partir du moment où je pousse un peu, où je persiste à rester, à ce moment-là que je peux espérer arriver à quelque chose de moins, de moins habituel et d'un peu plus original, entre guillemets. Peut-être au niveau de la vision, faut attendre. Il y a comme pour mériter d'être, d'arriver à quelque part, il faut supporter les différentes difficultés et les différentes. Finalement, on peut se poser la question, c'est quand à la fin du chemin. Voilà, un jeune, un élève qui poserait ça à un supposé maître. Et voilà, quand ça va se terminer? Je m'ennuie, je suis fatigué, je vois pas le bout, mais le supposé maître va toujours dire, c'est comme ça, ça fait partie du test. Ceux qui cèdent les premiers au désintérêt, à ce type de sensation, ben finalement, ils ne sont pas sélectionnés. Ils ne méritent pas d'être récompensés. Pour accéder au stade de la révélation, au stade de l'accomplissement, il faut supporter toutes les incommodités ou tous les inconforts de la traversée. Donc voilà, c'est pour l'instant. Donc si je sors de la situation très vite parce que j'ai en face de moi un mur ou quelque chose qui me barre le chemin, évidemment, je n'ai accès à rien. Donc il faut. Après, c'est comme pour la psychanalyse, hein, les gens qui se sont plongés dans leur dit inconscient ou subconscient et qui finalement, au bout de 10 ans, 15 ans, pas, ils n'ont toujours pas conclu leur entreprise thérapeutique. On se demande à quoi. Et qu'on voit ces gens être encore dans une sorte de réactivité primaire, cette réactivité, j'allais dire, presque machinale, qui ne sont pas dans la maîtrise, qu'il suffit de pas grand-chose pour les faire réagir de façon, pour les faire s'emporter. On imagine que là, on apprend la maîtrise de soi. Alors la maîtrise de soi, je n'en sais rien. J'ai toujours la tête un peu mal faite ou un peu soupçonneuse. Voilà, quand je vois, je sais pas, j'ose même pas le dire. Ce rapport un peu trop, j'allais dire trop proche entre un dit maître et un dit élève. Et en fait, finalement, quand on voit que l'élève, on se demande quelle est la nature de relations qu'ils peuvent avoir entre eux s'il n'y a pas autre chose. Alors on se demande, oui, on peut se poser des questions. Alors finalement, maîtriser les choses ne veut pas dire les nier. Cela veut dire on établit un rapport j'allais dire, de gouvernance. On gouverne un peu ses instincts. C'est vrai que c'est facile à dire. Après, quand on est mis devant l'épreuve, et on montre facilement son, j'allais dire, son immaturité dans cet aspect-là. On n'est toujours pas devenu
une sorte de sachant, une sorte de maîtrisant. On est toujours dans, l'improvisation et dans, finalement, et on est encore dans l'emportement et dans la non-maîtrise. Et c'est vrai, il faut, pour soi, il suffit de peu d'une petite. Alors évidemment, euh, une chose qui en soi est composée de quelques lettres, donc, et elle acquiert une signification ultra, ultra impactante si elle est dite par quelqu'un, prononcée devant vous, même quand ça ne vous concerne pas directement, vous vous sentez atteint. Il suffit d'une insulte, d'une dégradation comme ça, j'allais dire morale de quelqu'un, une dégradation verbale de quelqu'un, pour que, voilà, il suffit de pas grand-chose pour mettre l'être soi-disant accompli, soi-disant maître de lui-même, pour le mettre finalement en échec et tout s'effondre comme n'importe quelle construction fragile et bâtie sur de la fiction et sur de la posture et non sur les faits et non sur la réalité. La réalité, c'est qu'on ne sera jamais dans la maîtrise, qu'on ne sera jamais à l'abri des petits courants d'air. Voilà, un petit courant d'air suffit pour vous obliger, je ne sais pas, à réagir et même à surréagir. Ne parlons pas des tempêtes, non pas des super tempêtes, parlons juste d'un petit courant d'air et tout de suite il y a réaction et réaction, il y a toute une série d'actions. La chose qui est alors éclectique rêve. Finalement, à quoi peut-on rêver quand quand on a cessé de rêver, quand on a cessé d'attendre quoi que ce soit venant de cette activité-là, de ce territoire-là. Les rêves ont prouvé qu'ils n'avaient pas de consistance, qu'ils n'avaient pas de réalité, qu'ils n'avaient pas de corps, qu'ils étaient juste une sorte d'émanation un peu, comment on appelle ça, mais c'est comme ces gaz sans odeur et évidemment, sans consistance. C'est, voilà. Ou alors comme les ondes cosmiques, comme les particules cosmiques, ça vous traverse. Donc, voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Ça vous traverse sans vous marquer, sans vous atteindre. Un rêve naît d'une sorte, d'une d'une impossibilité, d'une contrariété, un peu d'une chose qui nous interpelle. Oui, le rêve qu'on pourrait avoir, souvent, ça n'a rien de très fantasque ou de très. On aurait aimé, voilà, avoir un ange gardien, un seul, simplement.
mais un bon. Pas un bon et un mauvais, juste un bon. En tout cas, un ange gardien qui agirait comme sorte de d'avertisseur. Voilà. Euh, moi, je suis l'ange, le mauvais ange. Moi, donc j'ai pas besoin d'en avoir. Je sais que je ne fais que les choses qui vont finalement se retourner contre moi. Mais à côté, si j'ai quelqu'un pour me dire, tiens, prends le temps, avant de t'engager, prends le temps. Simplement, il s'agit d'une phrase. Et il y a comme ça une série de phrases magiques, toutes puissantes, puisqu'elles sont la clé du succès, soit du non-succès. C'est des choses comme ça. Alors on dit, je demande à réfléchir, d'accord, mais si je ne suis pas prêt, je ne viendrai pas. Si je suis occupé, je ne viendrai pas. Et on pourrait, un rendez-vous, on s'était engagé, voilà, simplement. Et on peut se donner plus de temps pour réfléchir. D'accord, cette chose-là me tente. C'est vrai que je suis tenté, mais il faut que je vois si ça correspond bien avec le reste des choses que je suis en train de faire. Je vais voir et je vais prendre une décision. Je t'assure que je prendrai une décision. Voilà, simplement. Simplement cet ange gardien qui soufflerait dans l'oreille, juste de prendre le temps. Quelquefois de ralentir et quelquefois de un peu mieux regarder les choses. Euh, c'est comme les choses qu'on a déjà en nous. On a déjà tout ce qu'il faut, on connaît la totalité des possibles. Seulement, il y a une tendance à négliger certaines choses parce qu'elles pourraient nous contrarier. Quand vous êtes quelque part et simplement vous avez quelqu'un qui vient vous embrasser. Pour ne pas faire, je ne sais pas, bien vous embrasser, et comme vous êtes un homme, ben, finalement, vous devez, un baiser, ça conduit à une nuit. Pourtant, un baiser, on rend le baiser, et puis c'est très bien, et après, on ne va pas plus loin. Pas le premier soir, on rend le baiser, et puis on attend. Et on prend connaissance, on prend des, comment dire, on essaie de connaître un peu la personne. Tu veux savoir ce que la personne veut de nous, finalement. Puisque quand on s'est obtenu très vite, ben, ça a plutôt des chances finalement de se conclure très vite. Simplement, voilà une chose. Alors, le rêve, un des éclectiques rêves, ce sont que les promesses qu'on s'est faites, finalement, deviennent un peu réalité. Où les désirs qu'on a un peu nourris accèdent au statut de concrété, et pourtant rien. Il y a quelqu'un qui est mort, qui m'a lâché. Ouais, c'est un lâche, c'est un lâcheur. Il a disparu, voilà, je ne savais pas qu'il avait disparu, voilà, finalement, sans le savoir, et sans l'avoir pensé aucunement, je me l'étais un peu gardé pour mes vieux jours. Ouais, je me disais,
dans une sorte d'inconscience, un peu sans trop réfléchir. Je devais me dire, oui, cette personne, je renouerai avec elle, j'irai la rejoindre parce que j'ai besoin d'elle et je serai content qu'elle soit là pour moi. Et j'ai essayé de faire exister cette personne disparue à mes côtés pour qu'elle veille sur moi, pour qu'elle me protège, pour qu'elle me conseille, pour qu'elle me guide. Et ça n'a pas marché. Ça a échoué. On pourrait dire, tiens, j'invoque tous mes morts, ceux qui finalement m'aimaient bien. Et pourtant, je vois que ça ne fonctionne pas. J'ai pas de résultat. Je continue de m'enfoncer, je continue de décliner. Et voilà. Et je ne retrouve aucune énergie, aucune motivation pour réagir et me sortir de cette situation terminale. Si elle devait continuer comme ça, serait la situation finale. Et non, et non. Voilà, donc un rêve comme ça, oui, il y a des rêves qui nous prennent jamais corps. Voilà, éclectique rêve. Et on se prend à rêver de ce qu'on a été, à penser à ce qu'on a été. C'est vrai, j'avais une photo de moi, assez jeune, je ne sais pas, 22, 23 ans. Et j'avais commencé à écrire un texte en m'adressant à cet autre moi qui ne savait pas ce qu'il attendait. Aujourd'hui, ce texte, je l'ai écrit il y a déjà plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, je m'adresse à moi, je m'adresse à ces deux moi. Et pour finalement, pour m'excuser auprès d'eux, pour leur demander pardon. Pardon d'avoir si mal agi. Pardon de vous avoir déçu. Pardon de vous avoir amené aussi loin dans l'inexistence, et aussi loin dans la paupérisation, la paupérisation. Je reprends un terme de peut-être qui a été cité par le sociologue ou l'anthropologue de ce matin. En tout cas, paupérisation affective ou psychique, paupérisation morale, voilà. C'est c'est comme ça. Et on se regarde avec attendrissement dans cet être qui était nonchalant, qui était bien naïf, qui était bien trop confiant. Et on l'interpelle, mais c'est pas vrai. T'aurais dû. Et puis on commence un peu à l'admonester, à se prendre un peu, à commencer à le. Voilà, on passe de la tendresse finalement à la remontrance. Simplement, voilà, je suis content d'avoir pu mettre admonester et la remontrance. Et voilà, quelque part, même moi n'est pas perdu. En tout cas, j'ai encore quelques éléments de valeur. Voilà, donc on commençait. Et qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Et qu'est-ce que cela pourrait finalement nous apporter? On ne pourrait pas parler de satisfaction rétroactive ou satisfaction post, ça n'existe pas. On ne règle pas ses comptes avec soi dans le passé. On voudrait être dans
Donc quelque chose qui... c'est vrai, on aimerait renaître. Renaître sans attendre le jour du jugement dernier, la renaissance. Pas dans un autre corps, parce que cela est impossible, mais renaître. Voilà la fontaine de jouvence. Ce n'est pas celle qui vous redonne un corps rajeuni, un corps... non, juste retrouver une façon, un peu une façon de finalement de se convaincre, de se mentir à soi-même. Voilà, ce type de menterie valable, de ce mensonge qui sauve. Voilà, de nouveau, et retrouver l'illusion de l'importance de soi. Moi, je suis quelqu'un qui veut, voilà, le vouloir, réhabiliter le vouloir, et qui aspire et qui demande, qui exige qu'on lui fasse une place, qui exige qu'on l'écoute, qui exige, voilà. Donc, quand je disais que le thème des éclectiques rêves, c'est un thème absolument magnifique, parce il permet tout, et la totalité de ce qu'il est possible de dire ou d'essayer de construire. C'est les rêves, mais en même temps c'est autre chose. On peut y mettre plein de choses. Alors c'est les rêves, la rêverie, un peu la rêverie. Il a la possibilité, finalement, non pas de quitter son corps, mais de quitter son instant. Simplement par un petit mécanisme cérébral, voilà, je me retrouve à visiter mon autre moi ou à visiter quelqu'un. Et je me retrouve tenant la main de quelqu'un, et je me retrouve parlant à quelqu'un, peut-être tenant des propos que j'aurais pas dû tenir, mais voilà, ou alors je peux me revoir en train finalement de, de batailler pour défendre une idée, pour vraiment, quand j'avais le feu sacré en moi, et quand, après avoir pris mon café, j'étais quelqu'un qui brillait de mille feux. C'est sans exagération, j'allais dire grande exagération que je dis cela. J'avais l'impression, comme j'entends aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un qui est un journaliste spécialiste des sciences. Évidemment, il a peut-être 30 ans et quelques, 40 ans, il est encore dans son bel âge, et sûrement qu'il prépare ce qu'il a à dire, c'est une équipe, mais malgré tout, il fait semblant, d'être finalement assez connaisseur dans tous les domaines concernés par la dite science. Voilà, les sciences de la Terre, les sciences de l'espace, les sciences du corps, les sciences du psychisme, les sciences de tout. Il ne peut pas, fondamentalement. Et moi, ce que je salue, c'est sa capacité d'abord à convoquer des termes de toutes sortes. Alors, il a des termes bien savants, qui sont connus que normalement que des spécialistes, ils les utilisent. Et évidemment, voilà,
il va, c'est son moment de gloire. Alors, on ne ressemble pas tous à ce type de personnage qui est capable de mobiliser une, une très grande mémoire, une très grande capacité à... Parce que fondamentalement, ce qui peut se passer, c'est que ces connaissances-là, elles sont mobilisées pour un moment particulier. Après le moment passé, et la grande partie d'entre elles va s'effacer. On ne peut pas tout garder. Donc la mémoire, sinon la mémoire serait saturée. Et donc il reste quelque chose. Après, moi j'arrive au moment où ma mémoire, elle commence à défaillir, mais voilà. Donc, pour ce qui est de la politique, voilà mon domaine de prédilection, enfin comme mon ancien, là j'arrive à mobiliser plus de concepts et j'arrive réellement à prendre en compte beaucoup d'éléments encore maintenant. Beaucoup de choses peuvent m'échapper, mais j'ai encore en ma possession beaucoup d'éléments. Si je devais parler d'une question politique touchant un pays ou une organisation mondiale ou voilà une question qui a un rapport avec la relation entre les États, avec un peu avec l'histoire très très immédiate, etc., etc. Là, je peux être le témoin. Je suis encore un peu le témoin de mon époque, de ce qui s'est passé il y a 40 ou 50 ans. Et puis, voilà, donc c'est vrai que j'ai pas été là quand il y a eu ce qu'on appelle en arabe le Udwan Touleti contre la France, Israël et l'Angleterre s'étaient pris à l'Égypte. Mais j'ai vécu dans l'évocation de cet événement et cette agression a scellé un peu le destin de l'Égypte et le destin de cette région. C'était probablement une erreur. Une erreur, d'ailleurs, ça s'est révélé très vite, parce que ça, les grandes puissances émergentes, c'est-à-dire, ont fait pression sur les anciens puissances pour qu'elles arrêtent leur invasion et voilà, leur agression contre l'Égypte de l'époque. Voilà, il y a des éléments, il y a encore des personnages clés qui sont présents dans mon esprit et dans mes mémoires. Ils sont présents par leur voix, leur discours, un peu leur politique, leurs grandes actions, etc., etc. Même si, par exemple, je ne maîtrise pas trop certains sujets comme comment on appelle ça, pas le bataillon, mais le corps expéditionnaire qui a été envoyé par l'Égypte au Yémen et qui a finalement dû faire beaucoup de mal à l'armée égyptienne et qui a dû l'affaiblir et c'était une erreur. On n'en parle pas beaucoup et c'est peut-être une erreur qui a coûter beaucoup à l'Égypte plus tard. Ça devait se justifier, peut-être la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte a conduit à ce que, voilà, comme à un moment donné, la rivalité entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique a conduit à intervenir dans des lieux de conflits très variés et des pays l'ont payé très cher. L'exemple de l'Ouganda, l'exemple du Mozambique. Bon, il y avait aussi l'Afrique du Sud qui participait, mais d'abord, donc des organisations de libération qui se retrouvent un peu en guerre fraternelle. Après, voilà, donc, parce qu'appuyées par des puissances ennemies. Voilà, la guerre, c'était l'époque de la guerre par procuration. Une chose, voilà comment on peut, alors, Eclectic Dreams,
Et là, on rejoint un peu ce qui est appelé science-fiction ou la littérature d'anticipation. Et on attendait l'émergence d'un monde autre. Une transformation très profonde de la société. C'est vrai que la technique, il y avait la technique dans cette fiction-là, était très présente. Et quelquefois, on ne voyait pas trop le côté problématique de la technique ou de la technologie. On ne voyait pas les problèmes que ça allait créer. Si le drone, on va jusqu'où encore des choses beaucoup plus poussées que le drone, c'est-à-dire une sorte de guerre avec des robots ultra miniaturisés qui auraient peut-être aussi une partie biologique. Donc finalement, les choses et qui seraient porteurs, qui apporteraient la guerre dans, partout, donc qui irait finalement s'infiltrer partout et commettrait les pires des méfaits, notamment peut-être en diffusant des armes biologiques ou autres. Donc il peut y avoir. Mais le drone, c'était pas. Le drone, on ne voyait pas massacrant une famille ou massacrant toute une famille qui faisait la fête parce que c'était un mariage et donc on ne voyait pas que cela est actionné par un être tout à fait ordinaire qui là gérait des milliers de kilomètres, un engin de mort. Cet engin de mort va vraiment, il le sent, et les corps calcinés ou les corps déchirés, ben, c'est les corps, ça n'a rien de très glorieux, ça n'a rien de très futuriste, c'est les corps ordinaires, voilà, c'est des gens qui perdent leur vie, qui sont défigurés, etc. C'est pas ça l'anticipation à laquelle on pouvait aspirer. Si on voit ce qu'on peut faire de cet outil dit téléphone intelligent et la dépendance qu'il crée, le non-intérêt finalement, le côté, la chose non intéressante parce elle permet d'accéder à rien. Elle ne fait que confirmer et prolonger une situation de crise. Elle ne résout rien, elle n'apporte rien. C'est uniquement comment dire, l'émiettement de la société ne cesse de se renforcer, le désintérêt que nous avons les uns pour les autres ne cesse de se pérenniser. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et pourtant, il y a... Alors, le rêve, c'était peut-être l'espace. Alors, l'espace, le lieu finalement de toutes les projections, le lieu de tous les possibles. L'espace, mais l'espace très divers. Alors, l'espace, c'est pas toujours l'espace très froid, l'espace très... C'est l'espace étrange, un peu xéno vraiment étrange, étranger. Il la rencontre avec l'autre, quelquefois très opposés à soi. Il la rencontre avec des civilisations qui ne sont pas basées par exemple sur le carbone, mais qui est basées sur le silicium par exemple, donc qui fonctionnerait. D'où l'idée que je peux développer de temps en temps que voilà, une civilisation basée sur le carbone opposée à une autre civilisation, et rien que ce qui a permis d'entrevoir quelqu'un qui a fait vivre Jupiter et les planètes gazeuses de ce type, c'est époustouflant, c'est le cas de le dire. C'est le rêve à l'état pur.
c'est c'est le paradis sur Terre. On n'a pas besoin, c'est plus intéressant que ce qu'on pourrait nous promettre, parce que c'est tout à fait autre. Voilà une chose qui ne ressemble à rien, ou peut-être elle a des éléments de ressemblance, mais c'est vrai que cela est quelquefois très évident, mais quelquefois c'est de la transposition, mais un peu arrangé, un peu, mais quand même un peu travesti, mais c'est pas, mais il y a de l'inventivité. Et là, cette littérature était celle de l'inventivité, quelquefois la plus aboutie, la plus absolue. Alors, éclectique, rêve, ouais, on aimerait qu'il y ait autre chose, une dimension qui permet de rejoindre, je sais pas, j'ai peut-être des rêves très modestes, minuscules peut-être même, mais j'ai envie de tendre la main à quelqu'un pour qui j'ai un sentiment comme une sorte de responsabilité qui ne peut pas, qui ne peut pas s'éteindre. Cette personne est morte depuis longtemps et pourtant je continue de porter le fardeau d'une responsabilité. J'étais enfant, et un peu plus qu'enfant, je ne pouvais pas faire plus. Mais j'ai capté la souffrance de cette personne. Cette souffrance ne ressemble à rien à la mienne. C'est peut-être ça qui me permet de modérer mes discours un peu de ma plainte. J'aimerais bien. Voici donc une chose que permet justement la prise de parole. Elle permet de donner corps à des choses qui finalement étaient mises de côté. Elles n'avaient pas disparu, mais elles sont mises de côté. Comme quand j'achète des choses, mais finalement, j'attends un moment pour les consommer, et ce moment peut finalement s'éterniser. Alors là, quand je prends la parole, je consomme mes mots, je consomme mes images, je consomme mes souvenirs, j'utilise ce que j'ai. Et j'en fais une sorte de, 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 de préparation. Voilà, c'est une cuisine. Euh, je dois finalement, je dois mettre ce que j'ai pour composer quelque chose. Alors cette personne, elle avait perdu la vue, elle était vieille, et à un moment, je ne sais même pas si elle a vécu dans un lieu qui était à moitié, dont le plafond était à moitié écroulé. Il y avait une chose, c'était le minimum. Elle n'avait pas le minimum qu'avaient les gens de son époque. C'est-à-dire un minimum, je ne dis pas ce que c'est que ce minimum, mais c'est un minimum du minimum. Donc il fallait qu'elle attende. Et moi qui passais du temps après elle, je veux dire, quand elle a... J'ai passé du temps un peu parce que j'étais missionné pour garder quelque chose. Et donc, quand on tardait trop à m'amener le ravitaillement, ben, je souffrais. J'étais là à attendre. Mais elle, euh, ça a dû se produire de nombreuses fois, je sais pas, en retard de 2 jours, une journée et demie. Et ça faisait déjà beaucoup et je pense qu'elle avait épuisé ce qu'elle avait. Et donc c'était une chose totalement... Et j'imagine que ces choses-là se produisent encore de nos jours. Peut-être pas partout, mais elles se produisent dans des régions du monde dans lesquelles il y a des conditions de vie difficiles, que ce soit pour des raisons
climatique, je ne sais pas, il y a des moments où la possibilité de ravitailler des gens devient presque impossible, presque parce que il faut attendre le dégel, il faut attendre, etc., etc. Et donc les gens doivent vivre avec les réserves qu'ils ont, et si ces réserves venaient à s'épuiser, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas finalement exposer leur vie comme ça et aller en quête de ravitaillement. Donc il faut qu'ils attendent, et si par exemple la saison du dégel se prolonge, le dégel tarde, voilà, on peut imaginer la difficulté qui peut être la leur. Aussi donc simplement, on a la langue, on peut en faire un outil de, de promotion, un certain rapport au monde, un rapport moins dirigé vers soi-même que dirigé vers soi-même finalement dans la glorification de ce qu'on est, mais plus dans ce qui fait de nous des êtres imparfaits, des êtres en manque, des êtres perpétuellement frustrés. C'est parce que de par notre nature, on est amené à vivre, à accepter les événements les plus inacceptables, les choses atroces, ce qui nous arrive à nous-mêmes, ou qui arrive à nos proches, ou qui arrive à d'autres, mais en tout cas l'atrocité, on doit vivre avec. Et cette chose, elle est commune à tout le monde, ce qui fait que nous avons de quoi nous rattacher aux autres, parce que nous sommes, comme on dit, embarqués sur le même navire, on a le même destin, peu importe finalement les quelques petits privilèges ou les quelques petits sursis qui nous sont accordés. Simplement, voilà, éclectique rêve. Je voulais en fait parler pardon, sans attendre minuit, ou minuit et quelques, pour voir, et quand on a une idée comme ça en tête, c'est comme quand on l'a et on veut pas l'entreprendre. On veut attendre de l'incarner, et comme si, voilà, comme c'est une sorte de, si on avait un bonbon et on l'a mis dans la bouche, mais on veut pas commencer à le sucer. Donc on attend un moment, et à trop attendre, je sais pas. Alors passage à l'acte au lieu de continuer à oui, il faut pas que j'oublie, éclectique, il faut pas que je développe dans ma tête, parce que si je commence à développer dans ma tête, bah ça y est, le côté un peu improvisé, le côté il va s'atténuer. Bon, évidemment, j'ai pensé quand même, j'ai quand même intégré euh, mon petit développement sur Morty, euh, mais petit aparté. Ouais, je ne sais pas si ce mot, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, je ne sais pas si je le dis convenablement. En tout cas, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu non plus, donc j'ai des doutes. Alors, oui, après, c'est, les questions qu'on a ne sont pas des questions auxquelles on peut trouver des réponses tous seuls.
Les réponses, on ne pourra pas les trouver dans les livres ou dans les choses. On ne peut les trouver que dans une sorte de partage vivant. Partage, dire, euh, on partage finalement nos postillons, on partage nos humeurs, on partage nos regards, on partage même nos virus. Ce n'est pas grave. Dans cette mélange, il y a toujours un petit risque, mais ce n'est pas grave. C'est un risque qu'il faut assumer. C'est lire, lire ne remplace pas le fait d'être dans un rapport avec quelqu'un de vivant. Et c'est un rapport qui se crée au fur et à mesure, même si il peut avoir des parties très, comment dire, très convenues, finalement des sortes de reprises, parce qu'on peut être dans la reprise de ses propres dires à chaque fois, mais bon, mais quand même, il va y avoir un moment où ça va pas être de la répétition, de remploi, ça va être vraiment nouveau. Voilà, il y a on peut être, finalement recevoir ce petit cadeau, voilà, de soi et de l'autre. Donc de l'autre qui finalement, par sa simple existence, va provoquer énormément de, de, de choses en vous, biochimiquement parlant, et tout. L'autre est porteur de mille potentialités, de mille possibilités. Et comme un autre ne ressemble jamais à notre autre, voici, on a une variété infinie de manières d'entrer en contact, de manière de laisser se dérouler le partage. Voilà, il y a des... Donc, il y a... voilà, donc... oui, dans ces éclectiques et variés rêves, alors il y a des choses qui sont... Comme on ne peut pas les partager, on ne peut pas les publiciser, parce que finalement, ça revient à dire un peu la même chose que tout un chacun. Il y a quelqu'un qui est en train de faire, au moment même, qui est en train de faire un voyage. Il est parti du Maroc, il est passé par la Mauritanie, maintenant il est au Sénégal et il veut continuer. Il veut continuer, ça, il fait comme ça un voyage à vélo. Bon, ça a été fait déjà plusieurs reprises, mais il y a peu de gens, même si cela se fait fréquemment, il y a peu de gens qui font cela. Alors on a tous des rêves comme ça, qui sont proches, qui ont leur correspondant chez tout le monde, mais peu de gens vont passer à l'étape de réalisation. J'ai eu le rêve de faire traverser l'Espagne à vélo, je ne l'ai pas fait. J'ai eu le rêve, peut-être, je n'ai pas eu ce rêve-là, mais j'aurais pu l'avoir, d'aller à Compostelle à pied, peut-être. Il y a des choses, alors ce n'est pas des rêves extraordinaires, ce n'est pas des rêves impossibles, mais on a renoncé et toute cette liste et toute cette suite de renonciations auxquelles on doit faire face, puisque on n'y fait pas face tous les jours, je veux dire, dans sa totalité. On y fait face par petits bouts. Alors, voilà, un jour, on est rappelé à un désir ancien, un désir qui était important. Voilà. Et vois-tu à quoi j'ai renoncé? Et j'ai renoncé pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi j'ai renoncé. J'ai renoncé sans avoir réellement une idée, une justification, voilà, sans
j'ai renoncé sans avoir finalement investigué la question, sans s'être posé la question du pourquoi. Et j'ai fait des renonciations dans la discrétion. Il n'y a que moi qui en suis finalement informé. Un autre, et comme on pourrait dire, oui, j'ai fait des renoncements, mais quelqu'un m'a dit, ah, j'ai fait des sacrifices, j'ai consenti à voilà, je me suis accommodé de quelqu'un toute ma vie, je me suis accommodé de la même personne, et pourtant, j'ai cessé à un moment donné, j'ai cessé d'être en communication avec elle. Ce qui nous a réunis, c'est peu à peu, effrité. Il reste un cadre, il reste une forme. Nous donnons l'image d'un duo, mais en fait on n'est plus du tout même. Et je préfère plutôt continuer comme ça plutôt que basculer dans quelque chose dont j'ignore tout. Ça sera beaucoup plus coûteux pour moi de devoir rechercher quelqu'un d'autre ou devoir affronter la solitude, ce que je ne peux faire tout seul ou toute seule, tout sauf une solitude comme ça. À la fin de ma vie, j'aimerais être accompagné. C'est vrai, cette personne, je vis sur les souvenirs qu'on a, sur ce qu'on a partagé, mais c'est déjà ça. Donc j'ai avec elle quelque chose, et c'est cela. Donc les petits rêves, comme les petites questions, comme les petits doutes. Alors voilà, les petits rêves. Alors je rejoins, comme par miracle, je rejoins la thématique des petits rêves. C'était une thématique que je voulais développer. Et finalement, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, je voulais la développer avec l'écrit. Comme l'écrit, c'est impossible. Je l'ai eu avant de commencer à dire mes choses comme ça, en parlant. Et finalement, je ne savais plus comment la traiter. Voilà, elle est revenue de façon, comment dire, à l'improviste. Voilà, ça m'a étonné. Alors, les rêves éclectiques sont devenus des petits rêves, oui, des rêves sans conséquences, des rêves, je ne sais pas comment dire, des rêves sans beaucoup de prétention. Allez dire sans envergure, non, sans envergure probable. C'est des rêves, comment dire, des rêves à l'échelle, à mon échelle, à moi, des rêves dimensionnés pour moi, dimensionnés pour finalement mes capacités à moi. Et ce ne sont pas des rêves extraordinaires, ni des rêves révolutionnaires, ni des rêves qui vont changer le destin de l'humanité. Je veux juste changer quelque chose en moi, vraiment une petite chose. J'aimerais retrouver un peu de joie à faire certaines choses, à les faire sans trop m'en vouloir. Je m'en veux d'avoir eu la vie que j'ai eue, je m'en veux et de telle façon que cela me paralyse, m'empêche d'entreprendre la moindre des choses. Alors j'aimerais un peu me détacher, me libérer, mais juste un petit peu, que j'ai la capacité de finalement
de me déplacer un peu plus, de pouvoir aller venir avec un peu moins de contraintes, avec un peu moins de restrictions. Voici donc, je termine. Ça a pris 1h45 quand même, ces rêves éclectiques. Voici donc une manière une manière de mettre en échec ses propres routines, son propre rituel. Et à un moment, quand on parle, on ne peut rien faire d'autre. On ne peut pas suivre un programme à la télé, essayer de regarder ce qui se passe dans le monde. On arrête tout cela. On est coupé. C'est intéressant parce que vraiment, la prise de parole demande l'exclusivité du temps. C'est bon, je consens, je m'incline, j'ai besoin réellement de ne pas d'arrêter de chercher comme ça dans une sorte de confusion, une sorte de le trop plein à tous les sens du terme, et voilà, on sait. Après, voilà, donc c'est comme ça. Euh, c'est très intéressant. C'est très intéressant comme thématique, même la thématique des petits rêves, qu'on peut opposer aux grands rêves, les rêves minuscules et les rêves majuscules, ou les rêves majestueux, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, ça laisse la porte ouverte à plein de développement. Et c'est vrai que simplement les rêves éclectiques, c'est de marcher dans la rue, de regarder des fleurs, et à un moment se pencher pour cueillir une fleur, ou ne pas la cueillir, mais juste pour la sentir, et de tomber sur une fleur qui sent bon. Dans ce pays, on n'a pas les orangers, donc ce n'est pas la peine. Donc, et souvent, il m'est arrivé par le passé de cueillir des roses, mais je ne me souviens pas d'une odeur. C'est vrai, la forme était belle, etc., mais l'odeur n'y était pas. Alors on peut être simplement d'avoir pour rêve, c'est de recueillir une petite fragrance. Simplement parce que cela va nous nourrir pendant un certain temps. Comme les fleurs d'oranger m'ont nourri de façon unique. Que ce soit par leur parfum propre, utilisé comme ça, senti comme ça, ou alors par l'ingestion, le fait qu'ils aient été intégrés à une boisson et que cela donnait à cette boisson un goût, je ne sais pas comment on le dit, un goût différent de l'ordinaire. Ça a changé l'ordinaire. Après, les fleurs d'oranger, ce n'est pas tout le temps, c'est un moment, et voilà. Donc, simplement, je me rappelle que j'ai été cueillir ces fleurs d'oranger. Il y en avait chez quelqu'un d'autre, mais là, j'étais dans un jardin public, à côté d'un centre culturel que je fréquentais, et là, j'étais sous la pluie, cueillir ces fleurs d'oranger. J'étais très content de le faire. Et je me rappelle, je ne sais pas si à ce moment-là ou pas, que j'avais fait, pour un devoir de sciences naturelles, j'avais fait le développement, évidemment, de la fleur d'oranger, du plus petit, je ne sais pas comment dire, stade, jusqu'à l'apparition du fruit. C'était une chose que j'avais faite avec plaisir. Et voilà, retrouver cette chose
qui m'avait vraiment enflammé. J'étais prêt à parcourir, je ne sais pas, aller dans le monde entier, comme Colombe qui était à la recherche des épices, je ne sais pas, juste pour des épices. Voilà, moi finalement, je suis allé le plus loin possible dans mon environnement pour trouver les plantes dont je devais me servir pour composer mon herbier. Et c'est pas que j'avais un rapport spécial avec l'encadreuse, mais c'était une personne qui m'a pas laissé une grande empreinte. Voilà, c'était une sorte de fil de fer, une personne tellement mince, tellement mince et tellement grande, que quelque part, je ne me souviens plus du tout d'elle, quoi. C'était un être un peu particulier, vraiment un peu extraterrestre, voilà, débarqué de France, bien sûr. Mais j'avais obtenu une des notes, peut-être 20 sur 20 pour cet herbier. Bien sûr, en retrouver les éléments pour aller à la quête d'une chose. On va jusqu'au bout de la chose et on l'atteint. On la réalise en faisant appel à tous les gens. Je vais voir quelqu'un que je ne connais pas, je lui demande de me renseigner, ou de m'aider, ou de me fournir une chose. J'ai pas peur, j'ai pas de réticence, j'y vais. Voilà, donc les rêves éclectiques, c'est de retrouver le pouvoir d'aller encore vers la vie, de ne pas être retenu par, par ces chaînes, par cette... voilà, donc je finis comme ça. Simplement, j'aimerais j'aurais aimé recevoir des choses un peu pour voir. C'est vrai que c'est pas encore ça. Alors le format n'est pas encore ça, malgré la chose. Évidemment, ce que je fais, j'aimerais qu'il soit repris, peut-être amélioré, retravaillé par d'autres qui ont peut-être plus de capacité que moi à traiter les choses. C'est un brouillon, c'est un premier jet. Après, c'est une chose que je mets à la disposition de tout le monde. C'est pas un problème. Après, c'est toujours je me retrouve toujours un peu embêté ou un peu déçu parce que j'ai toujours pas de retour. Alors si quelqu'un veut finalement prendre contact ou etc., pas par le biais de j'aime pas ou un commentaire, qu'il me contacte directement sur une de mes boîtes aux lettres, en tout cas celle-là, celle-ci, ben446 at free.fr. Ben446 attaché 446 free.fr et à bientôt pour reprendre cette thématique des rêves épars ou des rêves éclectiques. Et voilà, donc c'est un nouvel environnement sonore. Voilà, donc il faut y demeurer un certain temps. Voilà, donc je me donne rendez-vous plus tard.